bienvenue dans Elles agissent, le podcast qui donne la parole aux femmes qui font bouger les choses. À chaque épisode, je donnerai la parole à une femme pour qu'elle nous présente son univers, son métier, ses convictions. Ce sera aussi l'occasion pour elle de nous parler d'un sujet en particulier qu'elle affectionne ou qu'elle souhaite nous présenter. Ce sont des femmes inspirantes qui nous poussent à nous interroger, à réfléchir, à avancer. Et moi, à chaque fin d'épisode, je suis vraiment motivée pour agir et j'espère que ça sera pareil pour vous. Aujourd'hui, je reçois Audrey Kermavelzen, qui est journaliste et avocate spécialisée dans les questions de bioéthique. On retrace ensemble comment elle a appris qu'elle était née par un don d'une tierce personne à 29 ans. Elle s'en est suivie des difficultés à en parler, l'évidence des sentiments pour ses parents, mais aussi l'impression de manquer d'un quelque chose pour se comprendre complètement. Alors Audrey va se mettre en quête de son donneur, des informations qui pourraient lui permettre de comprendre qui elle est vraiment. De cette quête où elle cherche à savoir naîtra d'innombrables rebondissements. Dès le début de son chemin, elle se rend compte des oublis, des manquements, des absurdités dans ce domaine. Je vous laisse découvrir l'ensemble de son histoire aux multiples rebondissements, à la fois passionnante et complexe, qui permet de comprendre l'importance de l'identité, de comprendre d'où l'on vient. Une histoire, vous le verrez, qui mêle le juridique et le personnel, ou quand la quête de savoir se bloque à l'état. Et même s'il n'a plus de recours avec la loi possible pour faire entendre sa voix et son engagement, elle continuera par passer par des médias, les podcasts, comme ici, ou la presse. Elle fera entendre sa voix et sa détermination. Et vous verrez à la fin de l'épisode, vous saurez où en est Audrey de sa quête personnelle pour découvrir l'identité de son donneur. Je vous laisse donc en compagnie d'Audrey et de son récit aux multiples rebondissements, nous permettons de mieux comprendre ce domaine et ses enjeux autour de l'identité. Bonne écoute. Bonjour Audrey. Bonjour Émilie. Merci d'avoir accepté mon invitation dans Elles agissent. Je suis ravie de t'accueillir à mon micro. Je te remercie surtout de me donner la parole et de pouvoir mettre en lumière ce combat qui me tient à cœur. Avec grand plaisir. Alors justement, on va revenir sur quel est ce combat et ce que tu mets en place justement pour faire bouger les choses. Mais avant, on va revenir un petit peu aussi sur ton histoire et sur voilà, tout ton parcours, tout ton chemin. Est-ce que déjà tu peux te présenter, nous dire qui tu es de la manière dont tu souhaites, à la fois personnellement et professionnellement, qui es-tu ? Donc, je m'appelle Audrey Kermavelzen dans les médias pour tous les sujets de bioéthique et je m'appelle Audrey Gauvin-Fournis dans ma vie privée et professionnelle. Je suis aujourd'hui rédactrice dans une maison d'édition juridique et auparavant j'étais avocate et j'ai 2 spécialités, le droit du travail, le droit social et la bioéthique. Et la bioéthique, c'est une spécialité que j'ai choisie un peu par hasard après mes études de droit parce que j'ai toujours hésité entre le droit et la médecine. Et la bioéthique, c'est un pan du droit sur lequel tout restait à faire, donc je l'ai vraiment fait comme une récréation. Alors qu'en fait, je suis tombée dans la bioéthique quand j'étais petite, un peu comme Obélix, mais ça, je l'apprendrai bien plus tard. J'ai oublié de vous dire que j'ai 3 enfants aussi. Oui, bien sûr. Voilà, et j'ai 43 ans. Okay. Donc j'apprendrai bien plus tard. En fait, j'ai fait un 3e cycle en droit de la bioéthique après mes études de droit européen. Et 6 ans plus tard, j'ai découvert que j'étais issue d'une PMA avec tiers donneur. Alors, comment ça arrivé ça dans ta vie, cette annonce, cette nouvelle ? Alors, j'avais 29 ans et en fait, on a tous les 2 été conçus par PMA avec tiers donneur, mon frère et moi, et on l'ignorait tous les 2, mon frère jusqu'à ses 32 ans et moi jusqu'à l'âge de 29 ans. Et en fait, c'est vrai que je me suis spécialisée en droit de la bioéthique, donc je connaissais bien ce sujet-là. J'échangeais d'ailleurs régulièrement sur le sujet avec ma mère qui est infirmière puéricultrice et qui s'intéressait beaucoup à ce sujet. Et puis mon frère de son côté a consulté une naturopathe qui lui a dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser du côté de sa naissance. Et en fait, ça faisait plusieurs années que ma mère voulait absolument nous dire qu'on était issus d'une PMA avec tiers donneur parce qu'elle avait très peur qu'on le découvre
par hasard. Autrement, ouais. Autrement, par Ouais. exemple, elle avait vu un reportage sur les tests ADN et elle avait très peur qu'un jour on le découvre autrement. Elle se disait que si c'était le cas, la confiance serait définitivement rompue. Et puis, donc mon frère consulte cette naturopathe et puis finalement mes parents s'accordent pour nous dire la vérité. Et, donc moi, je suis vraiment tombée des nues. Je pensais... enfin, je l'ai vraiment vécu comme une trahison. Je pensais pas qu'on ait pu me mentir sur quelque chose d'aussi énorme pendant aussi longtemps. En fait, ils ont reculé le moment de vous l'annoncer, ou ils se sont dit vous le dira plus tard, ou ils avaient pas de plan et puis en fait le temps a passé. Est-ce que tu as su ça? Oui, alors en fait, ils avaient fait un pacte. La condition posée pour recourir à cette technique de procréation médicalement assistée, c'était que personne n'en sache jamais rien. Et donc ça peut paraître curieux, mais il faut savoir que c'était vraiment la norme à l'époque. Ouais. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, on continue de choisir un donneur qui ressemble aux membres stériles du couple. On choisit la même couleur de peau, des yeux, des cheveux, la même taille, le même poids. Et on pousse la ressemblance jusqu'au groupe sanguin du parent stérile pour que l'enfant, en cours de biologie, lorsqu'on apprend comment se transmettent les résus sanguins, ne découvre pas qu'il n'est pas le fruit biologique de ses deux parents. Et donc, en fait, on crée toutes les conditions du secret. Et mes parents se sont dit, un peu comme tout le monde à l'époque, finalement, si on crée toutes les conditions du secret, c'est que probablement, il est préférable de ne pas le dire. Et c'est vrai qu'ils en avaient acquis la conviction, c'était de se dire, finalement, si on ne dit rien à l'enfant, il ne se sentira pas différent. Et c'est peut-être mieux ainsi. Sauf que, évidemment, moi, ça faisait 6 ans que je m'intéressais de très près à la procréation médicalement assistée avec tiers donneur. Mon frère qui posait des questions. Au final, ils se sont dit que peut-être on savait quelque chose. Et d'ailleurs, ma mère pensait que j'avais déjà deviné. Oui, parce que c'est fou quand même d'avoir choisi ce chemin-là, cette voie-là. Inconsciemment peut-être, ou oui, voilà, quelque chose. Certains diront que c'est le hasard, d'autres pencheront plutôt pour le pouvoir de l'inconscient. Je pense effectivement que c'est probablement par hasard. De toute façon, après coup, on se repasse le fil. Moi, je me suis repassé un peu le fil des 29 ans auparavant. Et je me souviens, par exemple, quand j'étais petite, je voulais absolument avoir un petit frère ou une petite sœur. Et j'étais très insistante sur le sujet. Et un jour, mon père s'est fâché comme jamais en disant « On t'a dit que c'était pas possible !» Et j'avais pas compris cette réaction, comme je comprenais pas non plus pourquoi, quand on allait chez le médecin, ma mère ne parlait jamais des antécédents médicaux de mon père ou de sa famille, alors qu'il y a eu beaucoup de cancers. Et je sais pas, je me disais, oui, j'ai oublié. Et puis voilà, quand j'étais petite aussi, je faisais tout le temps un rêve récurrent. Il y avait un monsieur qui venait me chercher et il y avait tout le temps mon frère dans ce rêve, ma mère, mais jamais mon père. Et forcément, quand on se repasse le fil, on se dit que peut-être que ce monsieur, c'était le donneur que je pressentais. Enfin, en tout cas, on sent des choses. Les secrets de famille, ça, même quand c'est pas verbalisé, je pense que ça transpire d'une manière ou d'une autre. Et donc là, tu apprends, les choses sont dites, et là, c'est le coup de massue. Enfin, c'est même pas ça, c'est... En fait, c'est un énorme choc parce que alors, ça remet absolument pas en cause les liens que j'ai avec mon père. Au contraire, la première chose que je fais, c'est l'appeler, lui dire merci papa. En gros, j'espère que t'es d'accord pour qu'on soit toujours père et fille parce que moi, j'ai pas du tout envie que nos liens s'arrêtent. Et lui me dit, mais écoute Audrey, c'est pour toi que ça peut changer quelque chose. Moi, j'ai toujours su. Oui, c'est vrai. Et sauf que moi, je l'ai vraiment vécu comme une forme de désaveu. Je me disais, bon, maintenant on est adulte et c'est une façon pour lui de lui dire, la comédie a bien a duré assez longtemps. Maintenant vous êtes grand, on n'est plus obligé de faire semblant. Je suis pas votre père. Ciao, bye bye. Et en fait, c'était pas du tout dans cet esprit-là. Mais moi j'ai eu cette crainte en tout cas. Donc ça nous a plutôt renforcés avec mon père. En revanche, dans les tout premiers temps, c'était compliqué d'en parler. Je me souviens que la première fois qu'on s'est vus, après que j'ai su la nouvelle, on a passé un déjeuner ensemble à parler de la pluie et du beau temps.
Et à la fin, j'ai essayé de lui parler et il m'a dit avec les larmes aux yeux, écoute, moi j'en ai assez bavé il y a 30 ans, j'ai pas du tout envie de rouvrir le sujet. Alors que pour Alors toi... que moi, je venais de l'apprendre, donc Ouais. forcément, j'étais pas du tout dans cette optique-là. Et c'est vrai que dans mes études de droit de la bioéthique, j'en avais entendu parler de l'anonymat du donneur, de plein de choses, mais j'avais jamais vraiment perçu les choses. Enfin, il y a certains aspects que je n'avais absolument pas perçus avant d'y être confrontée personnellement. Par exemple, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de limite à la congélation et à l'utilisation du sperme. C'est-à-dire que ne sachant pas que j'étais issue d'une PMA avec tir donneur, j'aurais pu recourir à une PMA avec tir donneur et à cette occasion être inséminée par le sperme de mon propre géniteur. C'est possible, ça. C'est possible, oui, parce qu'il n'y a pas, en fait, il y a pas de traçabilité et il n'y a pas de limite dans le temps. Et alors, certes, ça peut paraître, la probabilité est assez faible, mais elle existe quand même. Et en fait, ça démontre que le sujet, il y a certains aspects du sujet et ça on peut pas en vouloir aux pionniers qui ont mis en place cette technique, n'a pas été pensé jusqu'au bout. Et en fait, il y a tellement de cas de figure, il y a tellement de choses, oui, voilà, qui rentrent en compte que, oui, il y a des oublis, il y a des manquements là, clairement. Voilà, mais à la rigueur, moi je me dis, bon, c'est normal qu'ils aient pas pensé à tout. D'ailleurs, quand l'anonymat a été mis en place au début, on s'est dit, c'est la moins mauvaise solution, même si tout le monde convenait que ça pouvait ne pas convenir aux enfants. Mais lorsqu'ils grandissent et lorsqu'ils témoignent, là, c'est bien de prendre en compte leurs paroles, parce que autant on peut pas en vouloir au début de pas avoir écouté les bébés qui n'étaient pas encore là, autant aujourd'hui, quand on a des retours d'expérience, s'asseoir complètement dessus, ça paraîtrait, ça paraît inconcevable. Donc tu apprends ça, avec ton père ça va plutôt bien, en tout cas voilà, lui il veut pas en parler, mais en tout cas vous arrivez à vous dire des choses. Et avec ta mère, comment tu prends la chose, comment tu vis, et comment votre relation après se construit, se transforme, évolue ou reste, comment ça se passe? Alors ma mère, sur le coup, je lui en veux beaucoup parce que on avait vraiment une relation de confiance. Ma mère, c'est une adepte de Françoise Dolto. Je pouvais pas imaginer qu'elle m'ait menti, en fait. On me dit c'est pas un mensonge, c'est une omission, mais si, parce que j'ai posé des questions, j'avais demandé si j'avais été adoptée. Alors certes, j'ai pas formulé l'hypothèse du don de gamètes, mais voilà, je me posais quand même des questions et j'ai eu des réponses à côté. Et surtout, en fait, avec mon frère, je vois que il le vit plutôt comme un soulagement. Non pas il était content de pas tenir de mon père, mais parce qu'il pressentait qu'il y avait quelque chose, il se reconnaissait pas, par exemple, à l'adolescence dans le physique de mon père, et donc quelque part, il se dit, mon intuition était bonne. Et moi, sur le coup, je me pose beaucoup de questions. Donc j'ai un sentiment de trahison, je mets un petit peu de temps à pardonner, même assez longtemps, parce que vraiment, je leur en veux. Alors ma mère m'explique qu'elle a attendu qu'on soit en âge d'être parents avec mon frère pour nous le dire. Mon père renchérit en disant qu'effectivement ils avaient peur que ce soit déstabilisant, et donc ils ont attendu qu'on soit sur des rails professionnellement, sentimentalement. Et c'est vrai que moi j'étais devenue avocate, voilà, j'étais fiancée, j'avais une vie assez stable, et c'était un coup de tonnerre, vraiment. Un coup de tonnerre, oui. Moi, j'ai eu l'impression, en fait, que je m'étais construite sur un château de cartes et que le château de cartes venait de s'effondrer. Et mon frère a eu cette image en disant, c'est marrant, c'est comme si on avait un pied ancré dans le sol et puis l'autre qui flottait dans les airs. Et en fait, parce que ça nous laissait face à de très nombreuses questions. Bien sûr, moi j'ai toujours su que j'avais un père, une mère, un frère, 2 chiens. mais là, j'avais en plus, j'apprenais en fait que j'avais en moi une part d'inconnu. Et mon frère m'a dit, mais tu sais, c'est forcément, avec ces mots, tu sais que c'est forcément un type bien, regarde ce qu'on est devenu, etc. Je dis, mais moi, je pense qu'on est le fruit de notre éducation. Moi, finalement, c'est pas quelqu'un que maman a choisi. Elle ne l'a jamais vu. Elle n'a jamais vu son visage. Et ma mère m'avait dit, oui, mais je pense que,
voyant Pierre, je pense que votre ou vos donneurs, c'est forcément quelqu'un d'intelligent, de beau. Je dis oui, mais il peut être beau, intelligent et complètement détraqué. Enfin, Oui, bien sûr. ça- Et du coup, se pose aussi la question de savoir si ton frère est ton frère venant du même donneur. Parce que là, vous n'avez pas l'info. Enfin, Exactement. En fait, ouais. mes parents me disent que on leur a dit que dans la mesure du possible, ils essayeraient de trouver le même donneur, mais ils n'en ont jamais eu la certitude. Et en fait, moi, j'avais lu des livres de personnes qui ont travaillé dans les sécos, les banques de sperme, et qui disent que pour certains couples, on faisait croire que c'était le même donneur, mais que finalement on changeait parce qu'on n'en avait plus, mais on ne le disait pas Oh là là. pour pas, en gros, pour pas gêner le processus, enfin symboliquement, psychologiquement, Oui, etc. Puis un mensonge de plus ou et donc je me ouais. dis bon, finalement, qu'est-ce qu'on en sait? On se ressemble pas forcément avec mon frère et donc c'est une des premières questions que je me pose. Je contacte la banque de sperme où nous avons été conçus, donc c'était à Necker, et puis j'apprends que ça a été transféré, enfin elle a fermé, donc les dossiers sont transférés dans le 93 à Bondy, donc je les contacte avec mon frère et on leur demande si on est issus du même donneur. Première démarche, voilà. Première Tout de démarche, suite. Ouais. est-ce que mon frère et moi nous sommes issus du même donneur, et on fait la démarche ensemble avec mon frère en leur expliquant qu'on vient d'apprendre qu'on est issu d'une PMA avec tiers donneur, etc. Qu'on sait que le médecin qui a reçu nos parents s'appelait un tel, etc. Enfin, on donne les seules infos que nous avons. Et puis, on veut savoir s'ils ont un dossier, s'ils ont toujours un dossier, parce que je sais, moi, depuis les premières lois de bioéthique de 1994, que le dossier du donneur doit être conservé pendant une durée minimale de 40 ans, mais évidemment, nous, on a été conçus avant ces premières lois. Et donc, je me pose la question de savoir s'ils ont toujours un dossier et qu'est-ce qu'il contient comme information. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des informations médicales? Est-ce que vous avez juste le type d'information qu'il contient? Et puis, on ne reçoit pas de réponse. Finalement, on me demande de prendre un rendez-vous sur place. Donc, j'étais lyonnaise à l'époque. Je prends une journée de congé et je me rends à Bondy dans le 93, dans cet hôpital. Et puis là, la personne qui me reçoit me dit mais on peut rien vous dire, de toute façon, c'est anonyme. Je dis mais je comprends pas, vous m'avez fait déplacer. Oui. Mais vous avez peut-être besoin d'un soutien psychologique. On peut vous donner les adresses à Lyon. Et donc là, je me dis mais non, mais pas du tout. Enfin, et puis de toute façon, en fait, ça c'est à moi d'en juger. Oui. J'ai 30 ans. D'ailleurs, vous savez peut-être pas si si je suis en analyse ou pas. Et puis de toute façon, c'est pas le sujet. Je suis venue chercher une information qui n'est pas protégée par la loi, parce que ce qui est protégé, c'est l'anonymat du donneur. Mais là, je vous demande pas le nom de mon donneur. Je vous demande juste de savoir si mon frère et moi, on est issus du même donneur. Qu'est-ce que ça change pour vous de me donner cette information? Et donc, à ce moment-là, la loi, là, n'interdisait pas cette information. En tout cas, dans les textes, non. Oui, et voilà. Moi qui suis juriste, je dis, tout ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé, donc normalement, je dois pouvoir y accéder. Et là, on m'explique, mais non, mais l'anonymat à la française, ça couvre toute information, même tout ce qui ne permet pas d'identifier le donneur. En fait, toute information concernant ma conception. Combien j'ai de demi-frères et sœurs dans la nature, tout ça, tout. Et là, je tombe des nues et je me dis, mais surtout, mais c'est pas du tout ce que j'ai en tête. Je sais que la Convention européenne des droits de l'homme protège le droit de connaître l'identité de ses géniteurs. Et il protège le droit à la connaissance des origines personnelles. Et donc, je me dis, ça va pas se passer comme ça. En gros. Et l'après-midi, en fait, j'ai rendez-vous au sein d'une association, parce que j'ai découvert l'existence d'un jeune homme qui s'appelle Arthur. Lorsque j'ai su que j'étais issue d'une PMA avec tiers donneur, j'ai cherché à savoir ce qui s'était passé avant 1994, parce qu'encore une fois, je connaissais très bien le droit de la bioéthique tel que je l'avais apprise dans mes études, mais auparavant, avant 1994, il n'y avait pas de loi. Donc, est-ce que les donneurs étaient rémunérés? Est-ce qu'on faisait beaucoup d'enfants avec le même donneur? Bref, comment ça se passait? Comment étaient recrutés les donneurs? Tout ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'existence d'Arthur,
qui a témoigné en 2006. C'est le premier à avoir témoigné en Europe sur le besoin de connaître ses origines. Alors lui, il a toujours su qu'il était issu d'une Oui, c'est PMA avec une tire-donneur. histoire différente. Hein. Lui, il Mais a toujours su, ouais. voilà, sa mère est psychanalyste et du coup, je pense que ça a probablement joué dans sa décision d'informer très tôt ses enfants de leur mode de conception avec un tire-donneur. Et donc, Arthur, lui, il a toujours su, mais il était persuadé qu'à 18 ans, il aurait un dossier, il aurait des infos. Oui, même s'il le sait, il n'est pas plus avancé que toi, en fait. C'est dans son histoire personnelle qui est différente, mais vous en êtes au même point, là, tous les deux, au moment où vous vous rencontrez, et toi, tu vas vers cette association, quoi. Voilà, tout à fait. Et donc, entre-temps, je lis son livre qui s'appelle Né de spermatozoïdes inconnus. C'est son premier témoignage qui a été traduit en Europe, parce que c'est le premier témoignage d'une personne issue d'une PMA avec tire-donneur qui dit en fait, moi, j'ai besoin de savoir d'où je viens. Je ne cherche pas un papa, je ne cherche pas un héritage, je cherche pas d'affection en particulier, je veux juste savoir d'où je viens et ce que je porte en moi, et ce que je vais transmettre à mes enfants. Parce que bien sûr, on transmet à ses enfants des valeurs, plein de choses, mais on transmet aussi des gènes. Et donc je découvre l'histoire d'Arthur et je me retrouve dans cette association et en fait assez vite avec Arthur on se rend compte que on se comprend parfaitement. Il y a comme une évidence entre nous et c'est tellement troublant que ma mère qui avait vu Arthur à plusieurs reprises dans les médias me dit tiens c'est marrant il ressemble à Pierre et Pierre c'est mon frère. Et je commence à me dire qu'effectivement, en fait, finalement, rien n'exclut qu'on soit du même donneur. On pourrait très bien être du même donneur, parce que à l'époque, il n'y avait que 2 banques de sperme parisiennes. Vous avez à peu près le même âge, voilà, et vous êtes... On a 3 ans d'écart, mais avec la congélation, on fait exactement ce qu'on veut. Bah oui, on fait ce qu'on veut. Et puis, vous êtes de la même région aussi. Enfin, voilà, il y a plein de... Oui, puis en fait, à l'époque, il y avait très peu de donneurs. Ouais. Et on connaît des donneurs qui ont donné dans les 2 banques de sperme parisiennes. Et donc, finalement, c'est possible. Donc, très rapidement, quand vous mettez ensemble, il y a cette question, il y a ce... Quand on tombe amoureux. Parce qu'en fait, pour être vraiment très clair, pendant très longtemps, c'est resté platonique parce qu'on avait vraiment... Enfin, moi, j'avais vraiment la crainte de me dire finalement on est peut-être liés génétiquement et je n'ai pas du tout envie de sortir avec mon demi-frère. Bien sûr, ouais. Et donc à l'époque les tests ADN n'étaient pas du tout démocratisés comme aujourd'hui. Ils sont toujours illégaux en France mais ils se pratiquent de plus en plus et heureusement. Mais à l'époque on n'avait pas tellement de recours. Du coup, on a contacté une société belge qui faisait des tests ADN et qui, par chance, avait une antenne dans le sud de la France et qui a accepté de nous faire un test ADN. Alors, on l'a réglé en liquide un dimanche, 700 € et on a fait des tests ADN. On a reçu 3 mois plus tard des résultats par la poste. Sorte d'équation qui semblerait dire que nous n'étions pas du même donneur, mais honnêtement, ce généticien, il vendait aussi des filtres d'amour à base de phéromones. Il nous a proposé de faire un test de compatibilité HLA. Enfin, on ne savait pas du tout quel crédit on devait y accorder. Okay. Il avait un petit côté un peu charlatan. Et du coup, moi, j'avais quand même la crainte qu'on soit liés. Et en fait, c'est au moment de la naissance de notre premier enfant que 3 semaines avant la naissance d'Esteban, ma gynécologue m'a envoyée en consultation en génétique pour faire des dépistages de maladies génétiques récessives parce que donc la généticienne est partie du principe qu'on était consanguins et elle nous a dépisté 2 maladies génétiques sur 2000. Et par chance, on n'était pas porteur des gènes, mais elle m'a dit finalement, on marche sur la tête. Enfin, les informations existent. Moi, je vais demander à savoir si vous êtes du même donneur, votre mari et vous. Chose qu'on n'avait pas pu obtenir devant la justice. En fait, 3 semaines avant notre mariage, moi, j'avais demandé, dites-nous au moins s'il fait la même taille, le même poids. Et nos pères étaient dans la salle.
Et on nous a dit, mais non, on ne peut rien vous dire, c'est anonyme. Vous avez été en justice pour avoir cette réponse, c'est ça? Oui, oui, oui. Ouais. Alors en fait, oui, pardon, je vais un petit peu vite, Non, mais non, mais... quand j'ai cherché à savoir si mon frère et moi on était du même donneur, quand on m'a refusé cette information, je me suis dit il faut que je saisisse la justice parce que je sais que le droit est de notre côté. La Convention européenne des droits de l'homme dit que c'est un droit d'intérêt vital de connaître l'identité de ses géniteurs. Donc je vais demander à la justice, est-ce que mon frère et moi on est issus du même donneur? Deux, est-ce que je peux connaître les antécédents médicaux de mon donneur? Combien j'ai de demi-frères et sœurs dans la nature? Est-ce qu'ils se comptent sur les doigts d'une main, en dizaines ou en centaines? Parce qu'après, j'ai découvert des témoignages de donneurs qui ont mis au monde en France plusieurs centaines d'enfants. Et puis, comme je suis tombée amoureuse d'Arthur, qu'on s'est fiancés, j'ai demandé à savoir avant si on était issus ou non du même donneur. Et on a perdu devant la cour administrative, enfin on a perdu devant le tribunal administratif de Montreuil, puis devant la cour administrative d'appel de Versailles, 3 semaines avant notre mariage. Et on s'est mariés quand même. On a eu un premier enfant, et là, donc 3 semaines avant la naissance d'Esteban, la généticienne obtient l'information que nos donneurs ne sont pas nés la même année et qu'ils font pas la même taille. Donc, c'est pas la même personne. Ouais. Donc là, Esteban naît comme un bouchon de champagne, sans péridurale, tout va bien et on est T'as toujours eu soulagés. avant cette confirmation, t'étais comment par rapport à ça? Au fond, comme on parlait d'intuition, tu sentais que vous n'étiez pas liés génétiquement ou en fait tu savais pas, t'étais perdue? Comment tu vivais ça? Je savais pas du tout parce que en fait je pense que c'est le fait d'avoir découvert très tardivement que j'ai mon mode de conception. Moi, ça m'a fait perdre confiance totalement dans le monde en général et du coup, j'avais beaucoup de mal à faire confiance en mon intuition. Et puis moi, je faisais des cauchemars. En fait, j'accouchais, mais je voulais pas voir la tête de mon enfant. Enfin, vraiment, c'était une vraie angoisse. Bah, bien sûr. Et puis, donc, on était très soulagés d'apprendre ça. Malheureusement, 1 an plus tard, le Conseil d'État va trancher mon dossier. Il va dire que je n'avais pas à avoir accès à cette information. Que le médecin peut accéder à l'information de savoir si 2 personnes issues d'un don sont issues du même donneur, mais que la personne issue du don elle-même ne peut pas, même par l'intermédiaire d'un médecin. Donc là, les bras m'en sont tombés, je me suis dit que c'était vraiment dingue, c'est-à-dire qu'on me refuse tout, alors que je trouvais que mes demandes étaient quand même relativement modérées. Je demandais juste savoir si... Enfin, je sais pas combien j'ai de demi-frères et sœurs dans la nature. Oui, puis on parlait aussi de tout ce qui est génétique, de ce qui peut être impactant, encore en plus quand on est enceinte, de transmission, effectivement, de maladies, etc., etc. Il y a tout un pan, en fait, aussi de la santé qui te manque, toi. Oui, c'est pour ça que je comprenais pas, c'est que justement, c'est des médecins, sont les médecins des banques de sperme qui étaient nos premiers opposants, alors que eux-mêmes sont bien au courant que c'est important pour nous de savoir, je sais pas moi, s'il y avait beaucoup de cancers du sein dans la famille. Moi, j'avais eu 4 biopsies du sein et 2 cytoponctions. Forcément, c'est intéressant pour moi de savoir si j'ai une tante, si la sœur de mon donneur a eu un cancer du sein, par exemple. Et ça, je comprends pas qu'on nous refuse ces informations. Donc finalement, je saisis la Cour européenne des droits de l'homme en 2016, après avoir épuisé toutes les voies de recours internes, puisque je demandais donc des éléments non identifiants, enfin des informations qui concernent pas particulièrement le donneur plus que moi. Combien j'ai de demi-frères et sœurs? Est-ce que mon frère et moi on est du même donneur? Est-ce que mon mari et moi on est du même donneur? Quels sont mes antécédents médicaux? Et puis, pour ce qui est de mon donneur, s'il est encore en vie, contactez-le lui, posez-lui la question. Est-ce qu'il serait d'accord pour que son identité me soit dévoilée? Il a le droit de dire oui ou non. Mais l'anonymat du donneur, ça a été inscrit dans la loi en 1994. Autrement dit, quand j'avais 14 ans. Donc, on ne peut pas dire que mon donneur, on lui a promis l'anonymat, etc. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de loi. Par exemple, là où j'ai été conçue à Necker, les donneurs étaient rémunérés. 100 francs à chaque don. Il n'y avait pas de limite au nombre d'enfants qu'on pouvait faire avec le même donneur. Donc j'ai probablement des dizaines de demi-frères et sœurs dans la nature. Peut-être même plus. Bref, il y a
un tas d'informations, donc je voulais au moins qu'on pose la question à mon donneur. S'il dit non, je respecterai sa décision. Sachant que même s'il dit oui, de toute façon, ça ne change rien à son statut, c'est-à-dire qu'il ne sera jamais reconnu comme un père vis-à-vis de moi, et tant mieux, moi c'est pas du tout ce que je demande. C'est pas la démarche. Il n'y aura pas de demande d'héritage, il n'y a pas de question de pension alimentaire, etc. C'est vraiment juste un besoin de savoir à qui je dois aussi la vie. Bien sûr, on n'est pas que le fruit de la biologie, mais sans la volonté de mes parents, je serais pas là, mais sans l'apport biologique de mon donneur, je serais pas là. Et parfois, on me dit, mais c'est juste des cellules, etc. Mais le problème, c'est que ces cellules-là, moi, elles me constituent. Le donneur, il m'a pas donné un bras, un rein, un cœur. Il m'a donné la vie. Et ce qu'il m'a donné, je le transmets à mes enfants aussi. Et en fait, on peut pas nous demander de pas y penser. Donc voilà. Donc ça, on me dit non. Et est-ce que dans ce chemin aussi juridique et que tu prends, t'es un ovni quelque part? Est-ce que t'es une pionnière? Est-ce que est-ce que ils peuvent se dire bon, il y a d'autres cas, il y a d'autres personnes qui s'y intéressent, peut-être par le biais de l'association aussi. Comment tu te situes aussi par rapport à ça? Effectivement, je suis une pionnière, mais comme c'est une première et que j'entendais beaucoup à l'époque une petite musique qui disait mais finalement la plupart des enfants issus d'une PMA avec tire-donneur ne veulent pas connaître leur donneur, il n'y a qu'une minorité qui veut connaître, et c'est des gens qui ont des problèmes psychologiques, qui s'entendent pas bien avec leurs parents. Enfin, on était affublés de toutes les tares possibles. En fait, ce dont je me suis aperçue, et ça j'ai oublié de vous le dire, c'est important, c'est que en fait, j'ai appris tardivement mon mode de conception, mais j'ai découvert que mon histoire est loin d'être singulière, parce qu'en fait, il y a sur 10 personnes issues d'une PMA avec donneur, il y en a une qui le sait. Autrement dit, il y a 9 personnes sur 10 issues d'une PMA avec donneur. Donc en France, il y a 90 000 personnes issues d'une PMA avec donneur qui l'ignorent sur les 100 000 déjà conçus. C'est énorme. C'est énorme. Donc, forcément, il n'y en a pas beaucoup qui prennent la parole, parce que déjà, il n'y en a pas beaucoup qui savent qu'ils sont issus d'une PMA avec tire-donneur. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai pris un pseudonyme dans les médias, donc je m'appelle Kermal Vezen, parce que parler de mon mode de conception, c'est aussi mettre en lumière la stérilité de mon père, et donc ça implique un tiers, et voilà, ça peut le gêner. C'est pas simple en fait. Il y a beaucoup de choses, oui, dans tout ce que tu entreprends, à la fois l'histoire personnelle, juridique et médiatique. En fait, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. Tout à fait. Et donc c'est parce que c'est intime, mais voilà, moi je savais qu'il y avait énormément de personnes issues d'une PMA avec tire-donneur qui voulaient au moins connaître leurs antécédents médicaux. À minima ça, et parfois et souvent connaître le donneur quand ils avaient un peu l'autorisation morale de le faire. C'est-à-dire que moi je pense que mes parents et ceux d'Arthur se sont jamais sentis en danger. Ils savent qu'on les aime, ils savent que ce sont nos parents et on a qu'un seul père. Et du coup, ils comprennent très bien en fait qu'on n'est pas en recherche d'affection, qu'on a juste besoin de savoir d'où on vient, et que après tout, si on y réfléchit, c'est un besoin fondamental. Ouais. Et donc, avant de saisir la justice, j'ai lancé un appel dans l'association pour savoir qui souhaitait aussi faire cette démarche, pour pas être la seule justement, pour pas qu'on me pointe du doigt comme étant la seule personne qui se poserait des questions. Et dedans, il y a une certaine Sophie qui m'a dit moi j'aimerais bien, avec mon frère, on souhaiterait saisir la justice. Donc je les connaissais pas, hein, j'ai découvert leur existence dans les dossiers. Et puis j'ai découvert qu'on était issus de la même banque de sperme, qu'on avait le même groupe sanguin qui est assez rare, il est porté que par 6% de la population. Et puis le jour de l'audience, je l'ai rencontré. Juste avant de plaider son dossier, on a bu un café, et Arthur, qui nous a vus ensemble, m'a dit c'est marrant, vous avez la même manière de vous tenir, et puis le même grain de peau. Et bon, j'ai mis ça de côté, et puis je me suis dit surtout ne me dis pas ça avant de rentrer dans la salle d'audience. J'ai plaidé son dossier, et puis on est resté en contact pendant plusieurs années.
J'ai appris qu'elle avait eu son agrégation, je l'ai informée des naissances de mes enfants, etc. Et puis... Un lien quand même quelque part qui s'est créé parce que, comme tu dis aussi, c'est singulier d'aller plaider pour... c'est une cause qui vous unit, quoi qu'il en soit, il y avait déjà ça comme base pour créer ce lien, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on on a échangé pas mal aussi sur les caractères de nos frères. Et là, pour le coup, il y avait comme une intuition. Mais j'ai jamais osé vraiment la verbaliser. Et puis elle non plus. Mais on restait en lien dans le doute, un peu. Ouais. Et puis en 2017, voyant que ça avançait pas du tout devant la justice, que ça avançait encore moins face aux politiques, et j'y reviendrai, mais on a quand même beaucoup essayé de convaincre avant d'entreprendre des démarches un peu plus dures, judiciaires et autres. En 2017, on décide de faire un test ADN étranger. En fait, c'était de plus en plus... Alors tu dis on, c'est qui Alors, 10 personnes issues d'une 10 PMA avec tir d'honneur et on fait ça dans notre salon, on en commande 10 d'un coup. Et puis, donc il y a Arthur, mon frère, Sophie, son frère, les sœurs d'Arthur et puis plusieurs personnes qui sont devenues des amis qui sont issues de l'association. Et les résultats tombent. Je me souviens, j'étais à une réunion à la crèche de mon fils jusqu'à 22h et je vois qu'Arthur a 6% d'ADN avec une certaine Laura. Je rentre, je dis à Arthur, il me dit, tu crois que c'est bien 6%? On savait pas du tout ce que ça voulait dire. Parce qu'on a eu les résultats donc 3 semaines après le test. On crache dans un tube, on le commande sur Internet, ça coûte à peine 100 €. Et donc 3 semaines plus tard, on reçoit ces résultats, 6% d'ADN. Et puis je découvre que Laura vit à Londres, je vois sa photo, je me dis tiens c'est pas le contraire de toi. Et en fait très vite Arthur la contacte sur LinkedIn et elle lui dit oui bah moi j'ai fait le test il y a 10 ans mais si tu veux on peut s'appeler. Donc 30 minutes plus tard ils sont au téléphone sur WhatsApp et Arthur, il lui dit très clairement, voilà, moi j'ai fait le test parce que je recherche mes origines, je suis issue d'une PMA avec tir d'honneur, j'ai besoin de savoir qui est mon père biologique. Et Laura lui répond, mais ça c'est la base. Et c'est génial parce qu'il n'y a pas besoin de la convaincre, elle est déjà convaincue de l'importance en fait de savoir d'où on vient. Tout ça, ouais. Et je trouve que Laura, donc elle avait fait le test 10 ans plus tôt, juste pour connaître ses origines géographiques, un peu pour le fun. Plus pour le fun, oui. Et en fait, le lendemain matin, elle contacte Arthur à 11h. Et elle lui dit, ça y est, je sais. Appelle-moi maintenant. Et en fait, on a découvert que le donneur d'Arthur, il vivait à 1h15 de chez nous, près de Fontainebleau. Il s'appelle Gérard. Et bon, après, Arthur raconte comment il a pris contact avec lui, parce qu'évidemment, il s'agissait pas de lui envoyer, enfin, d'aller sonner à sa porte en disant bonjour papa, déjà parce que c'est pas un père. C'est pas considéré comme un père pour Arthur, et puis on voulait pas l'importuner, on voulait pas, on s'est dit en est dans sa vie aussi. Voilà, s'il a refait sa vie, ça implique beaucoup de choses, hein. C'est pour vous, pour eux, pour tout le monde, quoi. Oui, et du coup, finalement, on a découvert que à côté de la maison de Gérard, enfin juste en face, il y avait un gîte. Et donc on s'y est rendu avec nos enfants et on essayait de regarder un peu dans le jardin, voir si on voyait à quoi pouvait ressembler le fameux Gérard. Et puis, je vous cache pas qu'on est allé passer plusieurs fois le week-end dans les rues du petit village où vivait par hasard, en se disant on sait jamais. Et bon, on n'aurait jamais deviné parce qu'Arthur est très grand, Gérard est assez petit. Et franchement, si j'avais pas su comme ça, c'est vrai quand je les vois côte à côte en photo, c'est évident qu'il y a quelque chose. Et d'ailleurs, mes enfants aussi ont des traits de Gérard. Ouais. Mais comme ça, j'aurais peut-être pas deviné en le croisant dans la rue. Et et ce week-end-là, on n'a pas vu Gérard, mais en revanche, Arthur a décidé d'écrire une lettre qu'il a fait remettre à ses voisins, avec pour consigne de lui donner à lui et rien qu'à lui, parce qu'on voulait pas le laisser dans la boîte aux lettres, on savait pas s'il avait refait sa vie, si ses enfants pouvaient tomber sur la lettre, etc. Donc ça, c'était pendant les vacances de la Toussaint et les voisins, en fait, finalement, on apprendra plus tard qu'ils lui donneront la lettre le 23 décembre.
Donc pendant très longtemps, Arthur avait pas de nouvelles, donc il rongeait disait, son front, ouais. c'était terrible. Et puis le 25 décembre à 10h, Gérard appelle Arthur sur son téléphone en lui disant devine qui peut t'appeler un 25 décembre. Et là, forcément, c'était magnifique. C'était magnifique parce que Arthur est le premier à avoir témoigné son besoin de connaître ses origines. S'il y a bien quelqu'un qui a remué ciel et terre pour connaître son donneur, c'est lui. Et par chance, il a gagné au loto génétique, il a eu ce match direct, et donc il retrouve Gérard. Ils mettent un petit moment avant de décider de se voir. Je pense qu'ils avaient besoin de temps, l'un et l'autre. Et puis, comme il a appris assez vite que Gérard avait une santé fragile, ils ont décidé de s'appeler tous les samedis matins. Et Arthur avait sa liste de questions et Gérard répondait à toutes les questions, ce qu'il avait dit, de toute façon, qu'on s'entende ou pas, je m'engage à répondre à toutes tes questions. Vraiment un accueil c'est beau, formidable. Ouais. Et en fait, ce qu'on va découvrir, c'est que Gérard, il était hyper content. En fait, c'est un côté réparateur pour lui aussi, d'être retrouvé et d'être désiré, entre guillemets, par Arthur. Parce que, en fait, sa mère l'a eu quand elle avait 44 ans. Et finalement, il est arrivé sur le tard et c'était pas forcément un enfant désiré. Et il a une enfance difficile. Il a une propre histoire un peu difficile et du coup, ils se liaient tous les deux, quoi. Enfin, en tout cas, il s'est passé quelque chose autour de cette rencontre, en fait. Tout à fait. Et donc, ils sont toujours en lien et c'est pas un père, hein. C'est pas. C'est Gérard. Gérard, au début, savait pas tellement comment se positionner vis-à-vis d'Arthur, mais parce que c'est une relation à inventer. Mais autant Arthur avait toujours su qu'il avait un donneur, donc il savait qu'il avait un père, une mère et un donneur. Autant Gérard a découvert un peu l'existence d'Arthur. Et au début, je me souviens, ça nous avait fait sourire parce qu'au tout début, Arthur a appelé Gérard monsieur. Et puis Gérard lui dit, écoute, tu vas me tutoyer et puis tu vas m'appeler Gérard. Et moi, si papa et maman sont d'accord, je vais t'appeler mon bébé. Et là, on s'est dit, mais non, c'est pas possible. C'était mignon, mais c'était un peu décalé parce que voilà, on était adultes et puis c'était pas tellement ça qui venait chercher Arthur. Mais finalement, c'est vraiment quelqu'un d'adorable et surtout qui accueille Arthur, qui prend très régulièrement de ses nouvelles et ça fait du bien en fait finalement de se retrouver. Et qui apporte des réponses. Tout à fait. Qui apporte des réponses, notamment en fait on a découvert, Gérard, il a été diagnostiqué d'une mutation génétique à l'âge de 65 ans. Et donc dès qu'on l'a su, évidemment, on a fait dépister Arthur et nos enfants pour savoir s'ils étaient porteurs de cette mutation, parce que c'est une mutation qui entraîne des problèmes de coagulation du sang, donc ça peut être très grave, et lui, il a failli en mourir, Gérard. Donc, bon, par chance, ils sont pas mais porteurs. Par exemple, il y a beaucoup de choses que ce Gérard apporte comme réponse, quoi. Et puis, qui peut éviter ou qui peut, santé, génétique, etc. Et du coup, ce test, de ton côté... Et moi, je découvre... Alors, j'avais fait donc le test avec Sophie et son frère. Et Sophie m'envoie un message pour me dire, mais tu es la demi-sœur de David. David, c'est le frère de Sophie. Et alors, c'est vrai que j'avais imaginé que je pouvais être la demi-sœur de Sophie. Enfin, sans vraiment le verbaliser, mais je ne m'attendais pas à être la demi-sœur de David. Et elle me dit, non, mais en fait, tu es notre demi-sœur à tous les deux. Et donc, je découvre que mon frère est vraiment mon frère génétiquement, puisqu'on a la même mère et le même géniteur. Oui. Et que donc Sophie a le même donneur que moi, et que son frère aussi. Et le tout premier truc qu'elle me dit, tu crois qu'il le savait au tribunal ? Et c'est vrai que c'est agaçant de se dire que, en fait, tout le monde est au courant. Eux, ils ont ces infos. Oui, au tribunal, ils peuvent... En tout cas, l'État français a les informations. Oh là là. C'est ça qui est assez agaçant, c'est que finalement, tout le monde sait quelque chose de très intime sur nous. D'ailleurs, je me souviens, le jour de mon mariage avec Arthur, j'ai une de mes tantes qui m'a dit ah, ça y est, ils te l'ont dit, tes parents. Et en fait, ma mère m'avait dit que seuls nos grands-parents étaient au courant, mais finalement, tout le monde le sait. Tout le monde était au courant, sauf moi. Et, ça, c'est dur aussi. Hein. Oui.
Bon. Et bon, bref, je découvre Donc là, que je suis la demi-sœur de Sophie. On est super contentes l'une et Ouais. l'autre parce que finalement, on l'avait senti. Il y avait ce lien déjà, ouais, c'est fort ça aussi. Hein. Et voilà, et je me dis finalement, mon intuition est enfin mon inconscient en tout cas est peut-être pas si mauvais entre la bioéthique et le fait de me retrouver à plaider le Disons qu'il y a dossier des de gros Sophie. signes. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc je suis très contente parce que je me sens justement plus ancrée. En voyant le visage de mon frère, du coup je me dis que je peux imaginer un peu le visage de mon donneur. Et j'ai enfin des éléments un peu concrets Mhm. pour ancrer cette réalité qu'on m'a livrée en 2009. Et encore une fois, tout ça, ça se passe en dehors, finalement, du droit français, etc. Ah, c'est Alors, totalement illégal. Moi, c'est pour ça que ouais. je m'y suis Enfin, vraiment... c'est illégal, on peut le faire. Enfin, je veux dire, On peut le faire, mais Mais- c'est pénalement répréhensible. Ah oui? C'est la raison pour laquelle moi je m'y suis refusée pendant de nombreuses années. Bon, déjà parce que fut un temps c'était pas hyper démocratisé, on connaissait pas trop. Et Oui, puis parce que là, on a moi je l'impression me qu'on peut y disais, avoir accès librement, on peut presque. y avoir accès librement. Alors sur internet c'est devenu plus compliqué de se faire livrer un test ADN Ah, ok. en France. D'accord. Depuis quelque temps, il faut se faire livrer à l'étranger. Enfin bon, vous pouvez aller sur le site de l'association Origine et on vous explique tout comment faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça reste quand même quelque chose d'illégal. Et moi, c'est vrai que le fait d'avoir obtenu cette information autrement que par la voie légale, ça m'a coûté. Mhm. En fait, je voulais pas me mettre dans l'illégalité en tant qu'avocate. Et puis, j'étais vraiment convaincue que comme on demandait quelque chose d'assez modéré, j'ai jamais demandé, je demandais pas un héritage, je demandais pas à ce qu'on déterre le corps de mon donneur pour faire un test ADN. Je demandais juste qu'on pose la question à quelqu'un et qu'on respecte sa décision. Et qu'on me donne des informations qui ne font de mal à personne, qui concernent ma personne Ouais. et mon frère ou mon mari. Et ta finalement, santé et tout ça. voilà. Et ouais. ça, c'est interdit et c'est même d'ordre public. C'est-à-dire comme on considère que me livrer ce genre d'informations, ça porte trouble. atteinte à la sécurité publique. Enfin, à l'ordre public en tout cas. Donc c'est vrai que c'est assez curieux, mais donc finalement j'ai fait ce test et donc j'étais contente d'avoir retrouvé Sophie et David, mais ça faisait 4 personnes sur les 10 à être du même donneur. Et sachant que c'était rémunéré à Necker, qu'il n'y avait pas de limite au nombre d'enfants qu'on faisait avec le même donneur, je me suis dit, on est combien en fait? On était contents, mais on s'est dit, quand on va découvrir le 50e de mes frères et sœurs, on sera peut-être moins content. Ouais. Et aujourd'hui encore, je ne sais pas combien j'ai de mes frères et sœurs dans la nature, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'angoisse aussi parce que mes enfants pourraient potentiellement rencontrer des personnes issues du même donneur. Voilà, mais moi j'ai pas retrouvé mon donneur par ce biais-là. Donc Arthur commençait à avoir des relations avec Gérard. Tu le voyais etc. de son côté créer Et puis, quelque chose. moi je me disais, moi il faut quand même que j'avance. Donc j'avais lu que beaucoup de fondateurs des banques de sperme avaient donné eux-mêmes de leur propre sperme, parfois sans le dire. Et ça s'est beaucoup vu. Enfin, il y a plusieurs affaires comme ça aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, de fondateurs des banques de sperme qui ont en fait donné à foison en faisant croire qu'ils faisaient appel à des donneurs, mais qui étaient l'unique donneur pour tous les couples qui se présentaient. Et donc je me suis dit, c'est peut-être ce qui s'est passé à Necker. Donc je vais contacter les fondateurs de la banque de sperme de Necker et je vais leur demander si c'est possible oui, en fait. Ouais. Et donc j'ai essayé de trouver des gens qui avaient le même âge que moi à peu près et pour leur demander si leur grand-père avait pu être donneur. Puis il y en a un qui m'a dit oui, je pense que c'est possible. Je peux pas vous assurer qu'il a donné, mais ce serait logique en fait. Comme le même il cherchait à recruter des donneurs. Et donc, j'ai fini par lui envoyer la photo de ma demi-sœur, de mon demi-frère, et il y en a un qui m'a dit, mais c'est dingue, il ressemble tellement à mon père, donc le fils du fondateur de la banque de sperme, que je pense que c'est mon grand-père, votre donneur. Et il m'a dit, j'en ai la certitude. La photo a fait le tour de la famille, mais on a trop peur pour les problèmes d'héritage, etc. Donc on fera jamais de test ADN, mais il faut nous croire sur parole. Bon. Et là, je me suis dit, bon,
Alors c'est possible, hein, mais comme en plus c'était quelqu'un d'assez connu, un grand médecin, j'ai regardé des images de Lina, Ça te enfin, parlait des pas images trop? d'archives, Ouais. et j'arrivais pas à me retrouver dans son physique. Il est petit, trapu, Mm. et même mon frère, enfin, ça ressemblait pas du tout, donc Mm. j'avais du mal à accrocher. Bon, grand médecin juif, alors je me suis mise à m'intéresser au judaïsme. On est parti en Israël, j'ai pris des cours d'hébreu. Enfin, j'étais Ça un te peu dans donnait des une phase réponses un peu quand même, ouais. exploratoire, Mm. mais sans grande conviction. Mm. Donc tu étais dans la phase, tu explores, voilà, mais au fond, pas convaincu, quoi. Voilà, et mon affaire, elle a été tranchée devant la Cour européenne des droits de l'homme entre-temps, la loi a changé. Ok. En fait, juste avant que mon affaire soit tranchée, la Cour a interrogé le gouvernement français pour savoir quelles étaient ses intentions dans le cadre de la révision des lois de bioéthique qui devait avoir lieu en 2021. Et sous-entendant que si la France ne modifiait pas sa loi, il y avait un risque de condamnation pour non-respect du droit à la connaissance des origines personnelles. Donc il y avait bien des donneurs qui voulaient se faire connaître, et sauf que le principe d'anonymat, c'est alors même que l'enfant serait d'accord, que les parents seraient d'accord, que le donneur serait d'accord, c'est d'ordre public. Donc ça veut dire que même quand tout le monde est d'accord, l'État français dit non. Et ce caractère d'ordre public, le Conseil d'État avait dit à plusieurs reprises dans des rapports en 2009, en 2018. Le Comité consultatif national d'éthique, l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, enfin, énormément d'instances avaient pointé du doigt le caractère excessif en fait de cet anonymat à la française qui s'impose même contre l'avis des premiers intéressés. Ouais. Et donc la loi a changé. Et probablement que ma requête devant la Cour européenne des droits de l'homme depuis 2016 et le fait qu'Arthur ait retrouvé son donneur et l'ait fait savoir publiquement, médiatiquement, ça contribué. Je pense même que ça a été décisif. Décisif, ouais. C'est-à-dire que vraiment, si la loi n'avait pas changé, la France aurait été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, parce que la Cour a fini par dire que on ne pouvait pas reprocher à la France d'avoir tardé à changer sa loi, mais qu'aujourd'hui il existait une commission que les personnes comme moi peuvent saisir pour rechercher les donneurs et leur poser la question. Très exactement ce que je demandais depuis 2009. Et de la même manière, si le donneur dit non, tout s'arrête. Et si le donneur dit oui, alors la personne peut avoir accès à des informations qui peuvent aller jusqu'à son identité si le donneur est d'accord. Donc c'est exactement ce qu'on demandait depuis le début. Il y a plusieurs problèmes avec cette législation, même si c'est ce qu'on demandait, c'est que déjà ils ont mis 14 ans à changer la loi. Mais ça, la Cour européenne des droits de l'homme a dit c'est pas grave, maintenant il y a une commission. Oui, et d'ailleurs, peu importe le temps, ça y est, c'est fait. Aujourd'hui c'est fait, et donc vous avez le droit de saisir une commission. Le problème, c'est que moi j'ai saisi la commission en octobre 2022, dès qu'elle a été constituée. Et on m'a dit, on va rechercher votre donneur, on va voir s'il accepte de donner des éléments. Et puis, 5 mois et demi plus tard, on m'a dit, en fait, il s'avère que votre donneur est décédé. T'as eu cette info? Ils t'ont donné cette info? J'ai reçu un recommandé chez moi le 28 mars 2023. Il s'avère que votre donneur est décédé, donc je ne sais pas quand, il ne me dit pas quand. Et que dès lors, nous devons opposer une fin de non-recevoir définitive à votre demande d'accès, que ce soit à son identité ou même à toute autre information, même non identifiante. Donc, parce que mon donneur est décédé, j'ai pas le droit de savoir combien j'ai de demi-frères et sœurs dans la nature. Et j'ai pas le droit de savoir officiellement si mon frère et moi on est du même donneur, même si je le sais, par un moyen détourné, mais je n'ai pas le droit. Je n'ai pas eu le droit de le savoir. Je sais pas, officiellement, j'ai pas le droit de savoir de quand est mort mon donneur et de quoi. Je n'ai rien le droit de savoir à son sujet parce qu'il est décédé. Mais, et ça, donc ça c'est la version officielle, légale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que la loi est mal... et imparfaite, c'est que si le donneur est décédé, tout s'arrête. Et je ne comprends pas pourquoi le législateur français a
imposé de recueillir l'accord du donneur, y compris pour transmettre les éléments non identifiants. Parce que par hypothèse, c'est des éléments non identifiants. Savoir combien j'ai de demi-frères et sœurs dans la nature, je vois pas pourquoi le donneur aurait besoin de donner son accord, en fait. Qui ça concerne, sinon moi et mes demi-frères et sœurs. De la même manière, les antécédents médicaux, c'est quand même quelque chose d'important. Et donc, je vois pas pourquoi on pourrait pas avoir l'information. Et puis, on considère que, alors que l'anonymat a été voté 14 ans après ma naissance, donc forcément par hypothèse des années après le don à l'origine de ma conception, on considère que mon donneur, son souhait, c'est d'être anonyme, y compris après sa mort, alors qu'il n'a jamais rien demandé de tel de son vivant. Et en parallèle, il y a un peu le même dispositif qui existe pour les personnes nées sous X, qui peuvent saisir le CNAOP, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, depuis 2002. Et de la même manière, ça s'était passé devant la Cour européenne des droits de l'homme. Juste avant, pour éviter à la France d'être condamnée, ils ont changé leur loi et ils ont mis en place le CNAOP. Et donc là, ils ont fait la même chose pour les dons. Sauf que le CNAOP, quand il contacte la femme qui a accouché sous X et qu'elle est décédée avant d'avoir pu être interrogée sur ses intentions, l'identité est transmise à l'enfant. Ah oui. Donc ça veut dire qu'on ne présume pas de volonté d'anonymat post-mortem pour la femme qui a accouché sous X. Et donc pourquoi faire différemment pour un donneur ? On peut au contraire se dire que peut-être que c'est plus lourd à assumer à titre posthume, je sais pas moi, vis-à-vis de son entourage, le fait d'avoir abandonné un enfant à un moment donné, parce que c'est un acte lourd qu'on peut peut-être considérer comme honteux, alors que le don, c'est plutôt quelque chose qui est socialement valorisé, et on peut se dire, mais pourquoi... On ne traite pas les deux de la même manière, et ouais. Oui, et moi je comprends pas, je vois pas de bonne raison à ça. Et l'autre, donc, ce qui me déplaît dans la loi, c'est ça, c'est que quand le donneur est décédé, tout s'arrête, y compris les données non identifiantes, qu'on part du principe qu'il est forcément qu'on ne peut pas transmettre son identité alors qu'on le fait en matière d'accouchement sous X. Et puis surtout, en fait, la loi a changé aujourd'hui. Ce qui est très bien, c'est que depuis le 1er septembre 2022, toute personne qui souhaite donner son sperme, ses ovocytes ou ses embryons ne peut le faire qu'à condition d'accepter d'être identifiable 18 ans plus tard, enfin 18 ans et 9 mois plus tard, si l'enfant à sa majorité en éprouve le besoin. Autrement dit, il n'y a plus que des donneurs ouverts. Il y a encore un anonymat, mais qui a duré déterminée pendant 18 ans, mais il est levable si l'enfant en éprouve le besoin. Le problème, c'est que tous ces dons-là ne sont pas utilisés aujourd'hui. On continue à utiliser l'ancien stock, donc de donneurs qui pourraient rester indéfiniment anonymes potentiellement, pendant on pourra utiliser le nouveau stock à partir d'avril 2025. La justification, c'était de se dire, comme on va mettre fin à la conservation de l'ancien stock, c'est quand même terrible de jeter du sperme, etc. Je trouve ça curieux comme justification, parce que c'est pas... Qu'est-ce qui, au fond... Qu'est-ce qui compte ? Est-ce qu'on est dans une logique comptable de vouloir faire plein d'enfants à tout prix ? Ou est-ce qu'on part du principe qu'on veut concevoir des enfants qui marchent sur leurs deux jambes et qui sont bien dans leur peau ? Et voilà, j'avoue avoir beaucoup de mal, alors que là, la directrice générale de l'Agence de la biomédecine nous dit que aujourd'hui, il y a le nombre de donneurs a doublé depuis le changement de la loi. Oui, c'est ça. C'est pas il y avait une crainte peut-être de la diminution, mais c'est pas du tout le cas. Au contraire. En fait, c'est vrai que ça a toujours été le chiffon rouge qui a été agité par tout le monde en disant, mais en fait, le nombre de donneurs va chuter si on change la loi. Et bien non. Il y a 2 fois plus de donneurs qu'il y en avait auparavant. Et nous, on le savait parce qu'on avait le recul en fait, des États étrangers. La Suède a changé sa loi en 1984. Le Royaume-Uni l'a fait en 2003. Et à chaque fois, il n'y a pas eu de baisse du nombre de donneurs. Donc, on savait que ce serait la même chose en France. Il n'y aurait pas de chute du nombre de donneurs. Ouais. Parce que, encore une fois, les donneurs sont protégés. Il n'y a pas de question d'héritage, de filiation. C'est vraiment juste... l'identité. Tout à fait. Ouais. Ok. Le droit de savoir. Le droit de savoir. Et puis, donc, la Cour européenne des droits de l'homme a tranché mon affaire et donc a considéré que
finalement, il n'y avait pas eu de violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, que je n'avais pas à savoir qui était mon donneur dès lors qu'il était décédé. Pourtant, elle a, dans une autre affaire, Jackie contre Suisse en 2006, elle avait condamné la Suisse pour avoir refusé à Monsieur Jaggi d'exhumer le cadavre de son père présumé. Alors lui, il n'était pas du tout issu d'une PMA avec tir d'honneur, hein, mais sa mère lui avait dit, je pense que ton papa, c'est ce monsieur. Sauf qu'il n'en avait jamais eu la certitude et ce monsieur était décédé et donc Monsieur Jaggi se rendait régulièrement au cimetière, payait même pour la concession au cimetière puisque sa famille ne le faisait plus. Et un jour, il a dit, mais moi j'ai envie de savoir si c'est vraiment lui mon père en fait. Et donc il a demandé à faire un test ADN sur le cadavre. Et la famille s'y est opposée, la Suisse a refusé et bien la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Suisse. Les autorités suisses au nom du droit à la connaissance de ses origines. Il n'y avait pas de problème de filiation, tout ça. C'était juste au nom du droit de savoir, ouais. qui est son père. Et elle disait, mais Monsieur Jaggi, il a 67 ans. Il a témoigné d'une telle persévérance dans sa volonté de savoir d'où il venait que ça justifie, ça témoigne de souffrances morales qui sont peut-être pas médicalement constatées, mais évidentes. Eh bien, au nom du droit à la connaissance des origines personnelles, Monsieur Jaggi avait pu connaître l'identité de son géniteur. Moi, on m'a dit, vous avez le droit de saisir une commission et comme votre donneur est décédé, vous aurez pas... Alors que je demandais pas l'exhumation du corps de mon donneur. Je demandais juste un nom dans un dossier. Ouais. Donc bon, ça a été... Ça, c'est pour la voie légale. Et comment tu... Ça a été une claque, ça. Ça a été une énorme claque parce que, en fait, moi, j'ai toujours cru en la justice. Avec Arthur, on s'est un peu réparti les rôles, même si on a été l'un et l'autre pas mal auditionnés à l'Assemblée, au Sénat, dans les ministères, à l'Élysée, à Matignon. Moi, j'ai toujours senti l'énorme décalage qu'il y avait dans la façon dont nos discours étaient reçus. Par exemple, pour te donner une anecdote, quand on était en 2010 à l'Assemblée nationale, audition dans le cadre de la révision de la bioéthique, on était auditionné avec un pédopsychiatre. Et donc on avait l'un et l'autre 30 ans et 27 ans, et puis il y avait un pédopsychiatre que les députés interrogeaient en disant est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est le ressort psychique qui anime ces jeunes gens. Et nous on était là avec Arthur, on se disait mais en fait on est là pour vous répondre si vous voulez. Et ce pédopsie avec lequel on n'avait jamais échangé le moindre mot a commencé à expliquer qu'en fait, c'était la PMA avec tir d'honneur, c'était comme une fiction et qu'il y avait des enfants qui n'arrivaient pas bien à comprendre la fiction et que donc comme on n'avait pas bien adhéré à la fiction, forcément on allait chercher ailleurs quelque chose qu'on aurait dû trouver dans notre foyer, etc. Qu'en gros on était des mauvais parents. Et que nos parents nous avaient pas bien dit les choses et que donc nos parents étaient nous on était des mauvais enfants et nos parents étaient des mauvais parents, enfin bref. Et Arthur lui a dit mais vous savez, nous on adore les fictions, mais là il manque juste un personnage, on est le fruit d'un père, d'une mère et d'un donneur. Et le donneur, il est pas là. C'est votre réalité, c'est votre histoire et ouais, il manque quelque chose, quoi. Ouais. Voilà. Et au même moment, il y avait une autre députée qui m'avait dit « vous me faites penser à cette jeune fille qui se croyait issue d'Yves Montand, mais vous savez, votre donneur, c'est peut-être pas quelqu'un de connu, vous allez être déçus. » Le sujet n'était pas pris... Et en fait, je me sentais complètement infantilisée. Je sais pas, moi j'étais avocate, je faisais des gros dossiers de licenciement, avec beaucoup d'argent en jeu, etc. Et je me retrouvais là d'un coup complètement pointée du doigt, j'avais l'impression d'être complètement marginalisée, absolument pas respectée dans... en plus, dans votre voilà, la qui démarche. était juste une démarche d'information, mais c'est un peu comme la psychologue qui m'avait reçue au Sécos en me disant vous pourriez peut-être vous faire aider par un psy, mais déjà... que sais-tu de ma vie ? Je viens chercher une information. C'était facile aussi de dire ça, d'avoir ces arguments-là aussi. C'est peut-être pour éviter justement de se dire que c'est des personnes qui n'ont pas d'autres demandes que celles qu'elles formulent en fait. Oui, tout à fait. Moi, je pense que il y a eu vraiment, il y a comme il y a encore parfois sur ces sujets-là une forme d'inertie de la pensée. Comme du dogmatisme, c'est-à-dire que dès qu'on veut expliquer que la personne née sous X, par exemple, a besoin de connaître ses origines, c'est comme si on voulait mettre à mal le droit des femmes.
C'est pas le sujet en fait. C'est juste que on peut très bien comprendre qu'une femme, au moment où elle accouche, ait besoin d'un secret absolu parce que elle est pas dans une position qui lui permet d'assumer cet enfant. Et il y a parfois des histoires dramatiques derrière, parfois peut-être un peu moins, mais dans tous les cas, c'est jamais un choix facile. Oui, c'est un état de nécessité. Donc on peut comprendre qu'il y a un secret absolu au moment de la naissance, mais que ce secret soit maintenu toute la vie de l'enfant et parfois même après la mort de la femme, ça, là, pour le coup, on bascule dans l'excès. C'est-à-dire que le secret doit être modulé en fonction du temps qui s'écoule. Il y a un moment donné, on peut pas, enfin, je comprends pas qu'on oppose tout le temps le droit de la femme et le droit de l'enfant. L'enfant, ça devient une femme aussi, ou parfois un homme, mais en tout cas, il y a une conciliation possible, en fait. Il y a une conciliation possible entre les deux, et je pense que sur ces sujets, aujourd'hui, il y a trop de dogmatisme et oui, quelque chose, une forme d'inertie de la pensée qui empêche de voir les choses concrètement. Qu'est-ce qui empêcherait de prévoir un anonymat à durée déterminée pour la femme qui accouche sous X, mais qui permettrait à l'enfant de savoir à qui il doit d'être né. En fait, c'est juste un besoin fondamental. Je pense qu'aujourd'hui, je sais pas si tu sais, mais en Suisse et en Allemagne, le droit de connaître ses origines, c'est un droit constitutionnel. Moi, je pense que le droit de connaître ses origines, ça doit être inscrit dans la Constitution aussi, parce que c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui fait qu'on ne mesure pas le caractère inhumain de priver les gens de leur histoire et en fait de priver les gens de liens. Parfois on me dit mais vous savez il y a des histoires dramatiques, a-t-on vraiment besoin de connaître la tête du violeur de sa mère, enfin et en fait j'ai envie de dire mais de toute façon ça regarde qui sinon la personne concernée. Moi je pense que bon, c'est mon point de vue, mais moi, la réalité, même si elle est terrible, je pense qu'on peut la travailler, on peut la dépasser. Après, alors parfois, ça peut prendre des années de psychanalyse et autres, mais un point d'interrogation, on ne peut pas le dépasser. Bah oui. Parce qu'on n'a rien sur lequel s'ancrer. Et il y a peut-être des gens qui voudront jamais savoir, et je les respecte totalement. Mais le droit de connaître ses origines, c'est comme le droit à l'IVG ou le droit de vote. Certaines personnes n'en useront jamais. Et c'est leur choix. Mais d'autres en éprouvent un besoin absolu. Et c'est leur choix aussi. Et le droit de connaître ses origines, pour moi, ça doit être quelque chose du même ordre. C'est ton combat et c'est ton action. Oui, à jamais oui, moi je continuerai de me battre parce que je pense qu'aujourd'hui, tu sais, quand on a aboli la peine de mort, les gens étaient résolument pour parce qu'il y avait cette inertie de la pensée. On se disait mais finalement œil pour œil, dent pour dent, cette personne a fait quelque chose de terrible, donc on a le droit de lui ôter la vie. Là, je sais que la comparaison peut paraître excessive. Moi, c'est juste que je veux faire prendre conscience que on ampute à vie une personne de la connaissance sur soi, sur elle-même, alors que c'est quelqu'un qui n'a absolument rien fait. Aujourd'hui, les personnes nées sous X, dont on parle souvent comme des enfants, moi, c'est des personnes que je connais qui, pour certains, sont grands-pères ou grand-mères et qui portent encore en eux la blessure d'avoir été abandonnés et de ne pas savoir à qui ils doivent la vie. Et moi, heureusement que finalement... j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas été entendue par la justice et je le regrette amèrement parce que ce que je voulais c'était faire bouger les lignes pour que d'autres ne soient pas dans la même situation que moi. Mais moi aussi j'ai fini par gagner l'autogénétique puisque j'ai eu un match avec une Américaine. Donc j'ai fait tous les tests ADN qui existent sur le marché en me faisant livrer à l'étranger, etc. Et puis un jour, je reçois, j'ai 1% d'ADN partagé avec une Américaine qui s'appelle Linda. Et donc je contacte Linda, je lui demande si... je lui explique que je cherche mon donneur, etc. Et elle me dit, mais moi je fais beaucoup de généalogie, et j'ai une branche française, si tu veux, je peux te mettre en contact avec Suzanne.
Et c'est ma branche française. Je lui dis, bah, évidemment, évidemment que je suis preneuse. Ouais. Et en fait, 2 jours plus tard, je reçois un mail de Suzanne avec une photo. Et une photo d'un petit garçon de 13 ans. Et en fait, je me vois. Je vois mon frère, je vois mes enfants. Et je suis sûre que c'est mon donneur. Et Suzanne me dit, j'ai vu votre photo sur Facebook et en fait, vous me faites tellement penser à mon frère, c'est Philippe. Ouais. Et donc, elle m'apprend que elle savait pas que son frère avait été donneur, mais qu'elle s'est renseignée auprès de son autre frère et qu'effectivement, il lui a confirmé. Ouais. Il l'a donné à Necker à des dates qui correspondent à ma naissance et celle de mon frère. Que malheureusement, il est décédé d'un accident aux États-Unis. Il est franco-américain. Et donc ça lie aussi, qu'il soit décédé, ça correspond aussi à ce que tu avais eu comme info juridique. Mais en tout cas, ce que tu disais aussi, c'est que là, la justice ne voulait pas, mais la vie t'a donné ta réponse, en fait. Oui, tout à fait. La belle histoire surtout, dans l'histoire. Ouais, tout à fait. Alors, bien sûr que je regrette je pourrais jamais échanger avec Philippe, mais là où ils sont vraiment géniaux, c'est que Suzanne, elle nous a vraiment accueillis, mon frère, ma demi-sœur et mon demi-frère et moi, comme une chance. Elle adorait son grand frère. Elle me dit qu'il est parti trop tôt. Et qu'en fait, elle lui connaissait, il n'avait pas d'enfant. Donc, pour elle, on est une continuité de Philippe. Et elle m'a dit, c'est formidable que vous fassiez partie de la famille. Et en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que la justice me dit non au nom de... Et en fait, ils sont super contents de nous connaître. Et Suzanne, elle est adorable parce que elle m'a envoyé la chanson préférée de Philippe. Je connais beaucoup d'informations médicales aussi qui sont très importantes et que maintenant je peux enfin transmettre à mon médecin. J'ai énormément d'anecdotes, de photos. Là, la dernière fois, elle a encore retrouvé une nouvelle boîte avec des vieilles photos et c'est vraiment... C'est très amusant parce que je me vois, je vois mon frère. Oui, il y a des choses, génétiquement, il fait partie, comme tu disais au début, il a permis à ce que tu sois là et il fait partie de toi aussi, hein, quelque part. Et puis, c'était pas Yves Montand, mais il a eu des petits rôles dans des films. Du coup, j'ai même des images animées, c'est un petit clin d'œil pour la réflexion. Oui, ça m'a fait rigoler parce que je me suis dit, mais j'avais pas complètement tort. Il a joué dans des films comme La 7e compagnie au clair de lune. C'est des trucs super connus qu'on voit à la télé. Il était dedans. Et puis, le seul truc qui me fait un peu bizarre, c'est d'apprendre qu'il a vécu à Paris, vraiment à 2 pas du cabinet où je travaillais. Et que si ça se trouve, on s'est croisés, si ça se trouve, on s'est vus à la boulangerie. Le café du coin. Voilà. Ça, c'est fou. Ça me... Ça me fait un peu mal parce que je me dis finalement si j'avais su tout ça plus tôt, j'aurais pu le rencontrer, mais en tout cas j'ai beaucoup de chance. Ça avait l'air d'être quelqu'un de fabuleux et ça m'a énormément apporté de savoir qui il était. J'aurais aimé l'apprendre de manière légale, mais en même temps je l'ai appris de façon, j'ai trouvé toute seule et j'en suis très contente. C'est beau aussi. Voilà. Il me reste à savoir si on a d'autres demi-frères et sœurs. Oui, et puis ton combat aussi pour justement tous les autres aussi qui cherchent encore leur réponse. Tous les autres, parce que en fait, tous ceux qui sont déjà conçus, donc les 100 000 personnes déjà conçues, et toutes les personnes qui sont en train d'être conçues là jusqu'à 2025, mars 2025, pourraient se retrouver dans la même situation que moi. Si le donneur est décédé, et ça veut dire que les parents sont dans une position un peu impossible, c'est-à-dire qu'on leur dit, il faut dire très tôt à votre enfant qu'il est issu d'un donneur. Ça veut dire qu'ils vont dire à leur enfant, alors tu es issu d'un donneur. Et voilà. Et est-ce que je pourrais savoir qui il est ? Je sais pas, ça dépend s'il est encore vivant quand tu saisis la commission, quand tu atteins tes 18 ans, et s'il est décédé, tu pourras pas savoir. S'il dit non, tu pourras pas savoir non plus. Bien sûr. Et voilà, c'est extrêmement inconfortable, et moi j'aurais aimé que la loi change tout de suite parce que on a les gamètes nécessaires pour le faire, parce qu'encore une fois, là pour le coup c'est pas moi qui le dis, c'est un droit fondamental d'intérêt vital et la Cour européenne des droits de l'homme l'a redit dans mon dossier. C'est un aspect sur lequel elle avait vraiment raison, et c'est tellement d'intérêt vital que les gens le veuillent ou non, nous cherchons et nous trouvons. Et voilà pourquoi moi je milite aussi pour la légalisation des tests ADN. J'aimerais que ce soit encadré.
et qu'on soit pas obligé de donner notre ADN à l'étranger parce que c'est des sociétés qui Oui, tu peuvent donnes des utiliser... données, tu donnes autre chose aussi. Voilà, tu donnes des infos Voilà. qui seront utilisées. Moi, je voudrais qu'on fasse ça en France et qu'on Dans l'encadre un et cadre. que ça, et limite que ça, si ça doit faire l'objet de recherche, mais que ça profite à la recherche française. Bon, est-ce que tu peux, pour clôturer cet échange et ton histoire et comprendre bien à quel point tu investis, nous donner aussi voilà ta définition de l'action. Pour toi, agir, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique aussi peut-être pour toi? Mais alors, moi, c'était vraiment... je me suis dit, si j'affronte pas le sujet, si je fais l'autruche, parce que dans un premier temps, je me suis dit, peut-être que je peux oublier ce qu'on vient de me transmettre et me dire, non, j'ai qu'un père, une mère, deux chiens, un frère, comme avant. Je vais finir par faire une grave dépression à 50 ans. Enfin, voilà. Pour moi, c'était absolument indispensable de me mettre en mouvement pour combler ce vide intérieur et toutes ces questions que j'avais. Et surtout, ce qui m'a motivée, c'était de me dire, je veux que mon histoire serve. Je veux que personne ne se trouve un jour confronté à cette situation qui est... Moi, je me suis sentie enfermée dans un sas. L'histoire qu'on m'avait confiée auparavant, mon père et mon géniteur, cette histoire-là, une porte venait se fermer dessus. Mais la deuxième porte, celle qui s'ouvrait sur qui est mon géniteur, elle était fermée à double tour. Donc je me suis trouvée enfermée dans un sas avec que des questions et j'ai l'impression que ma vie était mise entre parenthèses pendant ces 15 dernières années. Et ça, je voulais que personne n'y soit confronté un jour. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire et c'est pour ça que je vais continuer à tenter de sensibiliser. Je te remercie encore une fois de m'avoir donné la parole parce que je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissances sur le sujet, qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire, mais donc ça passera peut-être plus par la justice, mais j'ai pas espoir de convaincre nos décideurs et voilà, je vais continuer. Et bravo à toi. Merci d'avoir partagé ton histoire, ton engagement au micro d'Elles agissent. Et puis, je mettrai aussi des liens pour qu'on puisse te contacter, qu'on puisse avoir accès aux informations de l'association. Voilà, pour continuer. Et comme tu dis, ton combat, ton engagement peut prendre une forme différente, mais il sera toujours là en tout cas. Tout à fait. Merci beaucoup Audrey. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elles agissent. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b-sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.ellesagissent.com. À très bientôt.